Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier épisode de AI Voices avec quelqu'un que je suis très contente de recevoir aujourd'hui, Hussein Hassaoui. Hussein, tu es architecte cybersécurité, tu as quand même une très bonne vision et tu es connu de la communauté cyber et tu accompagnes tes clients aujourd'hui à intervenir, à se prémunir, je dirais, des cyberattaques. Hussein, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots, tu le feras peut-être sûrement mieux que moi. Donc Hussein Hassaoui, donc architecte en cybersécurité dans les télécoms, les banques et pas mal d'autres domaines. Et depuis une dizaine d'années maintenant, l'aspect cybersécurité est omniprésent dans le monde de l'IT, et pas que, le monde économique, militaire maintenant, on en parle depuis quelques temps. Et donc je m'intéresse à toutes ces problématiques-là liées à la cybersécurité et autour de la cybersécurité. Et forcément, l'IA est un sujet passionnant qui est venu en plein milieu révolutionner, on va dire, toute cette partie-là. Et aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et d'intelligence artificielle, de comment, je dirais, l'intelligence artificielle transforme la cybersécurité aujourd'hui. Quels sont les côtés positifs, je dirais, pour les cyberdéfenseurs? Quels sont les côtés positifs également pour les cyberattaquants, malheureusement? Et comment un peu le domaine de la cybersécurité est révolutionné grâce à l'intelligence artificielle. Alors dis-moi, pour les novices en cybersécurité, à quoi est-ce que déjà la cybersécurité, ça correspond? Quels sont les risques? Quel est ton travail concrètement au quotidien pour intervenir sur ces sujets-là? Alors, la cybersécurité, en fait, elle est là depuis longtemps, mais on ne le savait pas. On l'appelait la sécurité informatique, ni plus ni moins. Elle est venue changer de nom petit à petit grâce au monde de l'Internet, puisque le monde de l'Internet fait qu'on est connecté. Dès qu'on est connecté, on peut être hacké, comme on dit, on peut être piraté, on est vulnérable. Et donc, cette partie-là est venue tout naturellement se transformer de sécurité à cybersécurité. Et ce domaine de la cybersécurité touche absolument tout le monde. Le quotidien, les professionnels, les entités, les gouvernements, le monde de l'art, tout ce qui a du courant, un réseau Wi-Fi, Internet, Bluetooth, toute cette partie-là, ça concerne la cybersécurité. Quels tips on peut déjà mettre en avant et quelle importance ça a aujourd'hui pour nous tous? Alors, si on commence par la personne lambda, elle vit, donc sa vie privée, et après elle va au travail, sa vie pro. Il faut savoir que les deux sont complètement liés, puisque quand vous partez au travail, vous partez bien évidemment avec le petit objet qui est ici, qui est un téléphone, et ce petit téléphone n'en est pas un, en fait c'est un ordinateur, réellement. Avec quoi? Avec toutes les informations potentielles pour pouvoir vous pirater vos comptes bancaires, vos informations de santé, comme la carte vitale, etc. On parle même de cartes d'identité maintenant qui sont numérisées. Toutes les informations qui peuvent être liées à votre quotidien. Et aussi à votre environnement professionnel. Et là, je ne donnerai pas tous les détails, mais tout ce qui est adresse email, compte, connexion, collègues, sécurité du site sur lequel vous travaillez, etc. etc. Donc, les routines que vous allez avoir en termes d'hygiène informatique, à la maison et au travail, elles doivent être sécurisées. Tout le monde connaît les fameux gestionnaires de mots de passe sur lesquels tu peux mémoriser tes mots de passe. Sauf que là encore, ton gestionnaire de mots de passe avec un ordinateur professionnel que tu ramènes chez toi, il possède des mots de passe professionnels et bien souvent, malheureusement, et ça c'est une mauvaise habitude, les comptes professionnels. Donc si l'un des environnements professionnels ou personnels se fait pirater, on peut récupérer tes mots de passe. Et tout qui est impacté du coup. Et tout est impacté derrière. Et là, on vient mettre à mal tout le travail des services informatiques en fait, qui passent leur temps dans les entreprises à sécuriser tout ça. Si on sécurise tout un immeuble, l'entrée, etc., mais que ton bureau est au rez-de-chaussée et que tu laisses la porte grande ouverte en partant, tu as cassé toutes les sécurités, y compris le vigile à l'entrée, etc. Ce qui me faisait, je dirais, doucement rigoler, c'était les ordinateurs ouverts avec les mots de passe en post-it, tu sais, dans les trains, aller ouvert. En fait, ça fait grand classique. Rentrer chez moi, quoi. C'est là où tu poses une bonne question sur l'histoire des mots de passe. C'est que la réalité, c'est que maintenant, on est censé ne plus avoir de mots de passe. Mais encore faut-il être dans une entreprise qui a un petit peu les moyens, qui est un petit peu au courant des nouvelles techno. C'est pas forcément cher, mais il faut être connecté pour avoir les best practices, comme on les appelle, en termes de sécurité. On n'est plus censé, maintenant on parle d'empreintes, sur les téléphones c'est le visage, etc. etc. Le SMS pour confirmer ton identité, quand tu as un login, un mot de passe, etc. Eh bien, l'IA, qui est notre sujet principal, est venue justement chambouler tout ça, puisque l'IA c'est juste une armée de personnes concentrées en 2 lignes de commande avec les fameux prompts où tu peux lui faire dire à peu près ce que tu veux, lui demander à peu près ce que tu veux,
à partir du moment où tu sais orienter le débat et récupérer les bonnes informations et poser les bonnes questions. Il y a deux parties à voir dans l'IA. Il y a à la fois celle qui va être utilisée par toi, moi, n'importe quelle personne du quotidien, qu'il soit privé ou public, où il va demander des éléments, des informations, créer des choses, travailler pour la personne. Et il y a l'intégration de l'IA, donc ça c'est le futur, je dirais, le bout d'IA, le soupçon d'IA, un petit peu comme on va saupoudrer un plat avec un peu plus de paprika, de curry ou autre, on va saupoudrer, j'aime bien ce terme, toutes les applications, et ça c'est le futur, toutes les applications avec de l'IA, y compris les applications de sécurité qui possédaient déjà des algorithmes, des choses pour protéger, se mettre à jour avec les nouvelles signatures d'attaque, etc. etc. Bah maintenant, toutes les applications, et ce n'est pas une prédiction que de dire que les prochains 6 mois, 12 mois, tous les grands acteurs, ce qui est déjà le cas pour quelques-uns, de l'IT, vont mettre de l'IA dans leur logiciel, dans leur système de sécurité, parce que ça décuple les moyens de défense. Et sachant que les hackers, alors c'était l'une des questions que tu posais tout à l'heure, quel est l'avantage entre les attaquants et les défenseurs? C'est très simple. Les hackers, ils ont tout intérêt à se dépêcher d'utiliser ce nouvel outil que tu connais, qui est extrêmement puissant. Les entreprises, pour certaines, elles arrivent un petit peu à la traîne en se disant « Oula, c'est un peu nouveau, est-ce que j'y vais ? Attends un petit peu, on teste, on regarde. » Mais les hackers, ils veulent gagner de l'argent. Les hackers, ils veulent rentrer. Les hackers gouvernementaux, etc., ils veulent agir maintenant. Ils n'ont pas le temps. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question que les entreprises mettent un peu plus de temps forcément à mettre ça en place, et aussi la crainte de comment est-ce qu'on l'utilise bien pour que ça ne nuise pas à mon entreprise et qu'on ne se retrouve pas avec l'ensemble des données sensibles entre les mains de concurrents, quoi. Ça, c'est le point que j'ai relevé quand on a vu venir tout doucement ChatGPT. La première chose, c'est un peu comme la période du Covid. Je ne sais pas si tu avais eu la petite info à l'époque, où d'un seul coup, au bout de quelques semaines, on nous disait « Ah, il y a un site internet gratuit, nom, prénom, tu mets ta signature et t'imprimes tous les jours. » C'est super. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit en général, où il y a... Effectivement, c'était pour récupérer le nom, prénom, l'adresse et les signatures. C'est un peu le même principe. Quand le ChatGPT est arrivé, tout le monde a dit « C'est super, on peut faire plein de choses formidables. » On a tous applaudi, moi le premier. Sauf que je suis dans le domaine de la cybersécurité, donc vigilance et méfiance. C'est pas de la paranoïa, c'est vigilance et méfiance. C'est les bases de la cyber en utilisant encore plus l'IA. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. À partir du moment où tu donnes des informations gratuites, elles sont quelque part. Que ça soit temporaire ou définitif. Que ça soit temps réel et supprimé derrière, elles existent. Et qui les utilise figure-toi que c'était peut-être 6 mois, 8 mois après, petite fuite de données chez ChatGPT. Ce qu'on imaginait comme gratuit avec des informations non sensibles, puisque tu ne paies rien. Dans certains cas de figure, tu crées un compte en 2 secondes. Finalement, cette base de données a été plus ou moins piratée, récupérée. Donc on a pu voir les premiers copier-coller. Tout le monde connaît le copier-coller. Je prends mon script, je le mets, ou mon courrier à mon avocat pour une succession, mais avec beaucoup d'informations personnelles. Il me rédige mon texte. C'est super, on est content. Mais derrière, est-ce que tu vois où ces données? Non. Où sont ces données, pardon? Non, on le sait pas. Tu as toujours des petits tips, donc bien sûr, comme on a dit, mot de passe de l'authentification, chat éphémère, si je puis dire. Mais moi, je sais que pour avoir bossé dans la cyber aussi, je reste très touchy sur ce que je vais mettre, etc. Parce que j'ai toujours peur même s'il y a toute la sécurité qui est possible, où je me dis, bon, on ne sait jamais où la donnée va, et elle va en tout cas sûrement pas chez nous en France, quoi. Ouais, ça c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à cette problématique, il y a beaucoup d'entreprises, les grandes, mais aussi les moyennes. Les petites sont un petit peu laissées à la traîne, autant que la formation arrive. C'est juste ça le délai, en fait. Si je prends Copilot, par exemple, il y a la version qu'on connaît, la version sur Internet, mais les entreprises, maintenant, intègrent Copilot sur certains navigateurs en disant à leurs employés, vous n'utilisez que ce Copilot avec le petit onglet qu'on a mis dans notre espace bureautique, qui, lui, par contre, les données ne sortent pas. Mais ce n'est pas suffisant, puisque beaucoup d'entreprises autorisent encore à naviguer sur Internet, c'est le grand classique depuis 20 ans, et de mettre autre chose que ChatGPT. Tu peux mettre Bard, tu peux mettre le fameux copilote qui lui aussi dépend de ChatGPT, tu peux en mettre plein d'autres, et cela on ne le contrôle pas. Mais tout ça, ça va venir avec le temps, je pense, une forme d'éducation à l'IA. Hein. On a bien appris à utiliser les ordinateurs, alors qu'avant c'était les machines à écrire. Ouais. Je crois que j'avais eu plus de 30% des gens qui utilisaient ChatGPT dans le dos des employeurs. Ça, pour moi, c'est critique, quoi. Ouais. Vaut mieux prendre le sujet, entre guillemets, l'idée, le sujet, et
proposer une intégration fluide plutôt que laisser penser que les gens ne vont pas l'utiliser alors que bon, c'est un peu utopique. Il suffit de prendre ton téléphone. Ouais. Ton PC, tu n'y as pas touché, tu vas mettre certaines infos, tu vas te transférer sur ta boîte mail perso, on revient au gestionnaire de mot de passe perso pro, et tu t'envoies le mail, et tu t'envoies le document, tu t'envoies le script pour ceux qui nous écoutent et qui font du dev, avec des informations, login, mot de passe, nom de serveur, nom de... Commencer à parler, c'est déjà trop. Sur Internet. Après, pour demander un planning pour ses vacances d'été ou autre, ça va, on peut le faire, ou une recette de cuisine, vu que j'adore cuisiner. Je le fais, il me donne quelques liens, on y va, tac, tac, c'est assez rapide. J'ai la vision vraiment critique, entre guillemets, de la cybersécurité parce que je me rends compte de toutes les problématiques et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une guerre de data. Est-ce qu'on peut parler du positif pour commencer ? Si on peut faire un petit focus sur si on peut parler d'automatisation, comment concrètement dans la cybersécurité, l'IA, tu me dis que donc ça va de plus en plus se démocratiser. Concrètement, quels cas d'usage vont faire ou où est-ce que les personnes peuvent mettre de l'IA dans la cybersécurité pour se protéger davantage ? Alors, très souvent, un petit peu comme l'informatique il y a 10 ans, 15 ans, on nous disait « des ordinateurs plus puissants, des scripts, des algorithmes, des applications performantes, on va remplacer les gens. » En fait, j'ai pour habitude de dire l'IA, en fait, vous prenez un cas concret, un service quel qu'il soit dans l'IT, parce qu'on va parler d'IT, après on va parler d'autres services, où il y a 10 personnes, vous mettez de l'IA qui va accélérer le traitement des données qu'ils ont l'habitude de traiter, de travailler, d'analyser, c'est sûr, ils vont gagner beaucoup de temps. Alors vous avez 2 cas de figure. Soit vous dites, je garde qu'une personne, ou 5, allez, soyons sympas, on divise par 2, et je mets de l'IA, vous êtes plus proche de la réalité, je garde mes 10 personnes, mais mes 10 personnes qui traitaient chacun 10 tâches, ça fait 100, elles vont en traiter 100, résumées par l'IA. L'approche, elle a changé. Il y a 10-15 ans, on nous faisait peur avec toute l'automatisation, le scripting et toutes ces évolutions-là, et avec tous les outils derrière et les algos, vont remplacer tout le monde. La preuve, je suis encore là. Beaucoup de mes collègues qui sont passés par plein de domaines, que ce soit du système, du réseau, de la sécu, où il y a eu des évolutions, y compris la puissance de calcul, l'IA, ils voient tout ça comme une formidable opportunité de démultiplier à la fois leur périmètre, mais aussi la qualité. Si tu peux multiplier la qualité et la fiabilité d'une information ou d'un document ou d'un projet par 10, 100, moi je dis oui tout de suite. Et de la même façon, dans la cybersécurité, je fais le lien complet avec l'IA, les capacités de défense. Si tu as 10 personnes, et je vais prendre la Chine en exemple, 10 personnes pour défendre un territoire petit comme la Corse, on a 10 experts cyber, mais les mêmes 10 personnes, tu leur donnes de l'IA, et c'est plus 10 personnes réelles que tu as, c'est 500 ou 1000. À titre d'exemple, la Chine, réellement, je ne parle pas d'IA cette fois-ci, dans les cyberattaquants, défenseurs intergouvernementaux, en tout cas les personnes dédiées à la protection de leur pays et aussi un peu à attaque-défense, ils sont presque 1 million de personnes humaines, comme toi et moi. Ça fait beaucoup. Déjà, 2, ça fait... Je serais curieuse d'avoir le versus en français, tiens. Enfin, en France, en européen, au global. J'ai une idée, mais je le garde confidentiel. Ouais. Mais j'ai une idée. Mais 1 million... Alors par contre, il faut être honnête aussi. Tout le monde connaît la fameuse phrase « qualité ou quantité ». Ouais. Ok, 1 million, ça fait beaucoup d'hommes et de femmes. Parce que maintenant, il faut parler... On a beaucoup de femmes dans la cyber, et c'est très bien. 1 million, c'est énorme. Mais il faut voir la qualité. Parce qu'on parle aussi du conflit international actuel. On te dit, oui, mais la Russie, ceci, la France, cela. On parlait du nucléaire, concrètement. Et le parallèle est juste. Plus de 1500 têtes nucléaires et 260 ou 300 pour nous. Oui, mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas la même qualité. Donc, on n'a aucun souci. On n'a pas à rougir. Okay. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, dans mes posts, je mets toujours cocorico quand je publie des choses, même en anglais. Parce qu'en France, on a une avance technologique dans pas mal de domaines. On nous parle très peu. Moi, je suis assez chauvin et assez fier de dire à chaque fois, on a plein de choses. Toutes les innovations technologiques que tu vois des dernières années, une partie dans la Silicon Valley, etc., il y a beaucoup de Français. Quand bien même démocratique, chaque gouvernement essaye de subventionner, aider, pousser à l'innovation pour une raison très simple, puisque pour garder sa souveraineté, un pays a besoin d'avoir ses propres outils. On l'a vu avec les masques en Chine. Tu vas me dire, là encore, le parallèle est facile, mais oui, on a oublié, c'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on n'a plus l'infrastructure. 7e ou 8e puissance mondiale, on ne sait pas faire de masque avec un bout de ficelle. Et donc le fait de garder sa souveraineté technologique, puisque la guerre, elle est militaire, mais elle est aussi dans le cyberespace. Et c'est là, elle est en permanence, elle est continue. Donc garder cette souveraineté, c'est exactement ce que tous les gouvernements font. Est-ce que
La France a fait aussi, voilà, en soutenant au maximum toutes ces startups, dans tous les domaines, pas que l'IA d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a plein d'outils d'IA qui vont créer des faux commentaires, qui vont créer des faux textes, qui vont faire du phishing tellement bien, La voix. voilà, changer la voix. C'est quelque chose qui me passionne, donc je regarde à chaque fois des nouveaux cas d'usage où les cyber-attaquants sont de plus en plus Ingénieux. ouais, de plus en plus ingénieux, de plus en plus rodés, quoi. Quelle est ta vision, toi, par rapport à tout ce monde-là, je dirais, de cybersécurité qui est encore plus amplifié avec l'intelligence artificielle et tout ce qui est possible de faire pour quelqu'un enfin, même quelqu'un voilà, qui n'aurait presque pas touché à la technologie. Ta dernière phrase résume à elle seule la problématique. Il y a quelques années encore, il y avait la fameuse attaque au président, fraude au président. C'est un coup de fil. Tu n'as jamais entendu ma voix, tu sais pas que je suis président. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai le vocabulaire, la sémantique, les informations précises pour te dire, Aurélia, peux-tu faire le virement? C'est le président, attention. Et toi, par réflexe humain, tu veux garder ton poste, etc., etc. Donc cette arnaque-là, elle fonctionne toujours, avant même de parler de l'IA. Donc je te laisse imaginer, si je prenais la vraie voix du président que tu connais par cœur, ça fait 20 ans que tu bosses avec lui, avec ma voix, il y a peu de chances que tu me dises « Ah non, c'est pas Hussein le président de telle ou telle société. » Et tu rajoutes à ça la vidéo, et tu rajoutes à ça, alors là j'aggrave le cas, le retard technologique qu'il y a dans les entreprises, et de sensibilisation. Ce mot-là, on l'entend très peu, la sensibilisation, chose que tu fais très bien dans tes vidéos. Quand tu mets en avant certains aspects de l'IA, tout le monde pense que l'IA, c'est question-réponse, bonne journée, tout va bien. Pas du tout. C'est comme, je mets des guillemets, c'est comme un être humain brillant que tu pourrais utiliser à faire tout ce que tu veux. Un être humain brillant, tu peux lui demander de te faire un super plat. Si tu lui donnes pas les directives, exactement. le contexte... tu peux lui demander juste de ranger une salle, balayer, c'est très simple, on sait tous le faire. Tout comme tu peux lui demander la chose la plus complexe ou la plus mauvaise qui soit. C'est pas pour rien que le crime organisé existe toujours, parce qu'il y a des gens brillants. S'ils n'étaient pas brillants, ils seraient tous en prison depuis X années. Et donc, comme il y a ce retard-là lié à la sensibilisation, et c'est pour ça, moi, je pousse et j'encourage tous ceux comme toi qui peuvent diffuser et encore diffuser, c'est ça la sensibilisation. Puisque il faut avoir de l'information à jour. Donc, l'information que tu as donnée là, peut-être dans 3 mois, tu vas redonner la même, mais sous un autre angle, et elle est importante. Elle est plus importante que celle que tu as donnée il y a 3 mois. Et ça, ce décalage entre les hackers et les défenseurs, il est là. C'est-à-dire le temps de prendre en compte la nouvelle techno, les nouveaux risques, ce qu'on peut faire avec une IA. Je te rappelle que ChatGPT, avant, c'était « Coucou, ça va, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi 3 phrases, traduis-moi 2 phrases, un script. » Tout le monde était content, mais c'est plus ça du tout. Tu es assez connu dans la communauté cyber, tu aides beaucoup voilà, des différentes personnes pour les aider un peu sur la partie cyber. Je suis assez contente, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais de plus en plus, ce travail d'évangélisation, il sert, il y a de plus en plus de personnes intéressées par la cyber, d'autant plus qu'il y a un boulevard quoi, sur cette thématique métier. Alors, il y a des métiers qui vont disparaître, d'accord, il y a des métiers comme la cybersécurité qui vont ne faire que s'accentuer, quoi. Bah oui, parce qu'on parlait aussi de quelque chose assez méconnu qui sont les IoT, les petits objets connectés. On parle de milliards, on ne parle pas de dizaines de millions, on parle de milliards, qui potentiellement peut être utilisés pour espionner. On l'a vu dans les cyberattaques sur Tesla, par exemple. Alors, eux qui payaient pour tester le fameux programme Bug Bounty, on te paye, tu nous trouves une faille, on la corrige. C'était par les pneus. Les pneus ont des détecteurs de pression. Comme ils n'étaient pas sécurisés, avec sa petite application, son petit ordinateur, il se connectait au détecteur, il piratait le détecteur, qui lui se connectait à l'ordinateur de bord, il ouvrait la porte. Ouais. Il ne pouvait qu'ouvrir la porte, c'est déjà pas mal, parce que tu laisses ton sac à main, tu laisses plein de choses. Voilà, donc il y a aussi toute cette partie-là qu'il faudra absolument défendre, et on est très 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 loin de ce qu'on peut faire encore en termes de défense. C'est juste que les entreprises, les particuliers aussi, en termes de sécurité et d'IA, parce que l'IA, tu l'utilises chez toi, tu as tout à fait le droit, tu l'utilises sur ton téléphone, tout à fait le droit. On parle maintenant de voitures, je crois que c'est Mercedes qui avait commencé à intégrer mets-moi 20 degrés, mets-moi telle chanson, mais c'est parce que c'est bridé. Il y aura des constructeurs automobiles ou ordinateurs, c'est le cas avec Microsoft maintenant qui commence à l'intégrer, avec Apple qui veut l'intégrer, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Ils vont commencer à intégrer un bout d'IA à l'intérieur, à la place de Siri. Ah oui. Voilà. Donc, dès lors que tu ne prends pas en compte toute cette évolution qui continue, je refais un peu de pub pour ton podcast, parce qu'on devrait en avoir plein. Parce que la vidéo, elle parle à tout le monde. Elle est courte, elle parle à tout le monde. Et le message, il est répété derrière.
Et c'est cette sensibilisation qui est le premier rempart, en fait. Parce que si on te dit, attention, tel ordinateur ou telle application est dangereuse, si c'est éteint et que tu le sais, bah c'est éteint, il n'y a pas de risque. Surtout que le risque en soi, il est principalement humain, quoi. C'est Il est au-delà toujours de. humain. Il est Enfin, toujours humain. voilà, il est toujours humain. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait, quoi? Parce que soit on est, je dirais comme moi, on est paniqué, tu vois, au quotidien et on n'ose plus cliquer sur rien. Est-ce que tu as éventuellement d'autres petits tips à nous donner ou Il y a le côté personnel et le côté pro. Le côté pro, si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui a des règles, bah les règles, on les respecte. Au même titre que quand on est enfant, on ne prend pas les clés de voiture de ses parents pour aller conduire parce qu'on a 8 ans, 10 ans, on le sait. On l'a intégré, on n'a même pas besoin de le répéter tous les jours. Bah, il y a tout un effort à faire. Alors, côté pro, dans les services informatiques, dans les directions sécurité et autres, pour diffuser ce message, parce qu'à partir du moment où vous l'avez sur votre lieu de travail au quotidien, on passe pas 5 minutes sur le lieu de travail, c'est là où on passe le plus de temps dans une journée de la semaine. Si on te dit voici les règles, et qu'on bride, parce qu'il y a aussi des choses qui doivent être automatiques, il faut que ça soit intuitif pour les utilisateurs. Il ne faut pas qu'ils aient et la liste et le post-it, qu'est-ce que je devais faire, Si déjà tu peux pas faire des choses, tu le sais. À force de le voir, bah, quand tu rentres chez toi, si tu as un ordinateur personnel, tu laisses l'ordinateur pro, ça c'est un bon réflexe. L'ordinateur pro, c'est pas fait pour travailler autre que sur ton environnement. C'est-à-dire si tu l'ouvres, tu travailles sur tes documents, mais tu commandes pas tes billets de vacances. Tu vas tomber sur un faux site. C'est extrêmement facile, qui récupère tes logins, tes mots de passe à l'extérieur, en entreprise ou chez Microsoft. Les hackers l'ont bien compris. Donc on pose l'ordinateur si on ne travaille pas dessus. Si on travaille dessus, on travaille que sur l'environnement de travail. Quand on a la partie perso, bah, normalement, on est censé avoir les mêmes réflexes. On est censé être les mêmes, j'ai envie de te dire. On est sympa au travail, on est censé être sympa à la maison. On est bien éduqué au travail. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et éviter de mettre les clés de la maison juste sous le paillasson, quoi, avec un mot de passe avec ton nom et tout. Alors ça, tu sais, je crois que c'est 80% des vols de voitures maintenant. C'est plus par effraction. Et il y a certaines assurances qui refusent tant qu'il n'y a pas d'infraction. Alors moi j'ai mes clés de voiture avec télécommande. C'est les gens qui les mettent en rentrant, comme tout le monde. Ce qui n'est pas mon cas, je préviens les cambrioleurs. Ils rentrent chez eux, ils accrochent leurs clés, qui envoient un signal en permanence. Bah, ils passent avec un ordinateur, ils récupèrent le signal, ils ouvrent ta Tesla ou autre voiture. Donc juste pour te dire que ça aussi, c'est de la cyber. Pourquoi de la cyber ? Parce que la cyber, c'est pas que c'est l'ensemble. Ça prend en compte aussi la sécurité. Il y a des règles de sécurité qu'il faut rajouter au fur et à mesure. Dès que tu mets un logiciel, c'est le fameux Secure by Design, soit c'est sécurisé dès le début, soit tu fais un logiciel rapidement, dans tous les domaines, hein. Que ce soit sur ton téléphone portable, ton ordinateur ou autre, soit c'est sécurisé dès le début, donc on a déjà une bonne protection et on est plutôt serein, soit on fait quelque chose de rapide, on achète un logiciel pas très cher et autres, bah, on va en faire les frais un peu plus tard. Oui, parce que je pense que les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques qu'on ne le pense. Oui. Après, c'est parce que je vois plus à grande échelle, tu vois. Mais non, tu as raison. C'est pour ça d'ailleurs l'ANSSI commence à produire des documents là-dessus avec des préconisations, y compris pour les LLM. Attention à les entraîner dans un certain environnement, la suppression de données, la CNIL commence à nous dire attention, si vous prenez quelque chose, que ce soit un site commercial ou donc pour des clients ou dans votre entreprise, il y a des règles. On ne conserve pas les données à tel endroit, il faut toujours avoir le consentement, etc., etc. Tout ça commence à être cadré. Donc, je dirais, c'est le côté positif, c'est que l'ANSSI et la CNIL ont pris le pas quand même, heureusement, parce que c'est assez. Enfin, l'ANSSI, oui. En tout cas, elles l'ont pris. C'est déjà pas mal, parce que ça change tellement vite, il faut être honnête. Il y a tellement de cas à traiter aussi que c'est compliqué, je pense, de se mettre de l'autre côté pour je dirais, taper sur chacune des sociétés, sachant que c'est un process même de RGPD qui met longtemps à mettre en place. C'est complexe quand même. C'est complexe, il y a beaucoup de choses. Et justement, je voulais rajouter quelque chose sur le côté positif pour les entreprises. Toutes celles qui vont entendre et voir ce podcast vont se dire, tiens, mais moi j'aurais bien un cas concret. On parle des directives, par exemple, qui arrivent en octobre, qui s'appelle NIS 2, une directive européenne. Bah, il y en a plein qui s'arrachent les cheveux, qui se disent, mais il y a beaucoup de choses, il y a de la sécu, comment je vais faire ? Il y a des amendes qui vont arriver. Donc là, ça parle à tout le monde. Si tu te gares mal, t'as que 5 €, c'est pas grave. Si t'as 1 000 €, tu vas même pas te garer, tu vas venir en transport. Et avant, il y avait à la limite l'assurance, mais bon... Exactement. Et donc, comme il y a par exemple cette directive qui arrive, et de l'autre côté, je vois la partie, on voit que l'IA existe, dans leurs réflexions, dans leurs analyses, etc., ils peuvent s'aider pour réduire le temps, parce qu'octobre, c'est dans quelques heures pour moi.
techniquement parlant, c'est dans quelques heures pour certaines entités, hein, honnêtement, vu les chantiers qu'il y a à faire. Et pour d'autres, non, ils sont déjà préparés. Alors ça, c'est encore les grandes entreprises qui ont l'habitude, qui sont certifiées ISO 27001 ou Security Cloud pour certains, etc. Mais c'est une excellente opportunité pour utiliser l'IA, utiliser le côté positif, réduire les délais et monter en compétence avec cet outil qu'on vient de te poser sur la table, qui ne coûte pas très cher au final, par rapport au gain que tu vas faire derrière. Honnêtement, c'est extraordinaire et c'est une très très bonne occasion de monter en compétence là-dessus, d'éviter de payer des amendes et d'utiliser l'IA et de s'habituer à l'utiliser. Déjà, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler en cyber, mais je trouvais que surtout les dirigeants de PME ou autres n'étaient pas du tout aware en fait, du risque, tu vois. Non. Et donc, en fait, se disaient, bon, bah non, c'est bon, je suis sécure, pas de problème. Et en fait, c'est lors d'une cyberattaque que là, ah mince, on gère tout dans la panique. Donc, il n'y a aucune gestion de crise quoi, qui est organisée. Il n'y a aucun outil pour, je dirais, horodater l'ensemble de la crise. Il n'y a aucun suivi, etc. Et donc là, on se réveille. Donc, ce que toi, tu dirais, c'est peut-être pas attendre cette partie-là. Qui est quand même assez courante, ce que je comprends pas, parce que quand on sait que la boîte peut être shut down du jour au lendemain rien qu'à une cyberattaque, quoi. Donc il n'y a même plus de société. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement important que beaucoup n'ont pas pris en compte. C'est au-dessus de l'IA, je parle en termes de risque, de l'IA, de la cyber, etc., c'est l'assurance. Si ton assurance ne te rembourse pas un pot de fleurs qui est cassé, bon, c'est pas très grave. Mais une entreprise avec des centaines ou des milliers d'utilisateurs et avec tous les prestataires qui y a autour, tout l'écosystème, c'est très simple. Si tu as une cyberattaque de grande ampleur et que tu n'es pas capable de démontrer que tu avais mis en place les sécurités, notamment grâce à l'IA, parce que l'IA, tu en as pour la réflexion, mais aussi dans certains logiciels. Si tu n'as pas mis tout ce qu'il faut en termes de mesures de sécurité, comme NIS2 par exemple, t'as pas d'assurance. T'as pas d'assurance, il reste que les yeux pour pleurer. Ouais. La boîte, on la shut down, comme tu dis. Ouais. Sans possibilité de la remonter, combien même techniquement, parce que tu n'as rien préparé derrière, donc ça c'est encore un autre sujet, mais les assurances te diront, devant le tribunal, c'est tellement lourd en fait, tu n'as rien fait. Redresser de ça. Non. Tu n'as rien fait, tu n'as rien prévu, donc exactement, pour se redresser, donc mieux vaut prévenir que guérir, c'est un joli proverbe qui marche dans plein de domaines. Pour la partie IA, il marche extrêmement bien. Le mot assurance, on commence à en entendre parler, surtout aux US, parce que moi j'échange pas mal avec des gens des US qui te disent quel est le risque et est-ce que mon assurance va fonctionner. Eux, ils sont pragmatiques, business, on parle de dollars, on n'est pas bloqué un petit peu sur cet aspect financier. Est-ce que si demain, parce qu'ils ont l'habitude avec la santé, par rapport à notre système à nous qui est vraiment très très bon par rapport à chez eux, ou chez eux, tu peux pas te soigner, tu n'as pas les moyens. On a quand même vu un peu le côté individuel, le côté des attaques également sur la partie entreprise. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit mot, ton avis sur peut-être la partie étatique ou les attaques entre différents États? Qu'est-ce que tu en penses ou quels sont tes insights à ce sujet? Alors ça rejoint ce que tu disais il y a 2 minutes, Nice 2, mais avant Nice 2, il y avait Nice. Et comme tu le soulignais à juste titre, les gens n'étaient pas impliqués du tout sur Nice. Pour une raison très simple, ceux qui étaient concernés, c'était le haut du panier, les grands, les entreprises d'État, etc., quelques-unes. Donc forcément, en dessous, on se dit, on n'est pas concerné, c'est pas grave. Mais c'est une erreur, pour une raison très simple, comme le Covid. Pardon pour la comparaison systématique, mais elle est bonne. Comme les virus informatiques dont on parle il y a 20 ans. S'il y en a un qui est contaminé, par définition, que ce soit un ordinateur ou un humain qui n'a pas de masque, qui tousse 4 fois, il y a des chances que tu sois contaminé ou que tu contamines. C'est le même principe. Avec Nice, ils ont voulu sécuriser les grands. Oui, mais les grands, ils travaillent avec qui? Ils travaillent avec des petites PME, avec des prestataires, des éditeurs de logiciels, plein de petits. C'est tentaculaire en fait. Exactement, c'est la pieuvre. C'est exactement ça. Donc à partir du moment où tu as quelque chose de tentaculaire, et tu as des petits derrière, ils ont dit, on va relever le niveau de sécurité, et donc descendre le curseur, non plus sur les grands, mais les moyens, et même en dessous, parce que c'est logique, pour sécuriser tout le monde. Et là, on retrouve l'État aussi, parce que tous les États le savent. À partir du moment où tu es sécurisé, c'est bien, mais si tu es connecté à personne et que tu es sur une île déserte, ça fonctionne. Mais tous les États sont connectés. Déjà, avec les utilisateurs, ça c'est une chose. Donc c'est l'aspect entreprise et utilisateurs, leur gestion, leur sensibilisation. Mais avec tous les prestataires, aucune entreprise d'État ne peut fonctionner sans les autres, les petits, les moyens, les très petits. Les micros même, j'ai envie de te dire. S'ils ne sont pas sécurisés, l'infection, la connexion, donc la partie cyberattaque, fait que les États entre eux, dès qu'ils veulent atteindre quelqu'un d'autre,
Pourquoi passer par le grand videur du restaurant qui mesure 2 mètres? Je vois son petit frère qui est tout petit, qui a 6 ans, c'est plus facile. Je passe par le petit frère, qui lui aussi est gardien d'une petite porte. Je passe par là et je suis rentré dans le même immeuble. Contrairement à une guerre dite classique, conventionnelle, les dommages collatéraux avec les chaînes d'infos, on sait qui, quoi, qui a été touché, et encore, parfois c'est pas très clair, ça dépend des zones du monde, si on a des bons reporters, si on a des images tout court, mais maintenant on en a vraiment avec les smartphones, etc. D'où l'idée de vérifier aussi l'information qu'on a. Mais quand c'est dans le cyberespace, comment ça fonctionne? D'un État à un autre, d'une entité criminelle, cybercriminelle à un État, ou dans les deux sens, on ne le dit pas. Quand c'est un État qui va attaquer un autre, c'est un peu comme les sous-marins. On réplique et on ne le dit pas, mais l'autre, il le sait pour la prochaine fois. Et on est obligé, par contre, de répondre. Parce que si tu ne réponds pas, le signal dans la cybersécurité et dans le cyberespace, parce que maintenant, on parle de satellite, parce que le piratage va jusqu'au satellite. Dès que quelque chose est connecté... Non, c'est ça, je te rejoins, c'est que maintenant, et en fait, ils attaquent plutôt les satellites, les antennes au sol, et qui, justement, et moi, c'est ça qui me fait bizarre, c'est que en fait aujourd'hui il suffit d'attaquer certains satellites, voilà, qui sont reliés, je dirais, à nos satellites entre guillemets un peu plus grands. Ça a été le cas il y a encore quelques semaines où il y a eu non pas des satellites, mais tu peux aussi te connecter à des avions. Il y a eu un système de navigation qui a été mis en panne. Ils ont quelque chose entre guillemets de manuel, mais c'est pas à la manivelle, mais interne à chaque avion. Il y a eu des avions qui ne pouvaient plus se repérer parce qu'ils avaient le signal GPS, le signal satellite, qui leur permettait de naviguer. C'est un très bon exemple également en Ukraine. Tu sais, quand il y a un shutdown, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe si on a Elon Musk, Starlink. Elon Musk, voilà. Oui, mais sans Elon Musk, en fait, c'était entre guillemets plié. Le pays est dans le noir. Il y a ce qu'on appelle les ICS, sur lesquels l'ANSSI américain communique régulièrement sur les vulnérabilités et les failles, parce qu'on parle de cyber et d'IA, qui sont essentielles. C'est-à-dire tous les systèmes industriels où la vie peut être en jeu, que ce soit l'eau, que ce soit le transport, que ce soit les feux rouges du quotidien, etc. La santé, eux, ils communiquent un peu sur ces vulnérabilités. Là où, de l'autre côté, nous, en France, on ne communique pas trop. On va surtout sur les logiciels d'entreprise, etc. Et où d'autres pays essayent de faire les deux. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, eux, dès le début, ils ont compris que ces systèmes-là étaient normalement autonomes, complètement isolés, mais c'est plus vraiment le cas. Parce que le pas est tellement faible pour connecter quelque chose et mieux gérer des choses, donc tu introduis un risque. Tu introduis une fonctionnalité, tu introduis un avantage, il y a un petit risque. C'est comme ramener des fruits, je veux dire en Australie, mais sur une île déserte. Si ton fruit, parce qu'en Australie, tu es bien contrôlé, si il n'y a pas un bon système de contrôle, tu vas introduire un virus qui potentiellement va détruire la population, etc. C'est la même chose. Donc cet aspect-là, il est extrêmement important dans l'IA, là encore, pour aider à protéger et à se défendre d'État à État. Quelle est ta vision futuriste, entre guillemets, de l'avenir de la cybersécurité grâce à l'IA ? Optimiste, forcément, puisque moi je regarde que le côté positif, ce qui n'est pas, on essaie de le transformer, notamment grâce à l'IA, grâce aux personnes qui diffusent la bonne parole comme toi et plein d'autres. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on va tout simplement intégrer pour nos jeunes. Ils savent utiliser un ordinateur, un téléphone, une console de jeu. Voilà, c'est comme utiliser une fourchette pour eux. L'IA va en faire partie et on va leur apprendre des petits codes pour bien utiliser, bien reconnaître, avec de l'éthique, de la bienveillance, tout ça, ça s'apprend. Donc moi, je suis très, très optimiste par rapport à l'avenir, puisque maintenant, on commence à prendre conscience des côtés négatifs qui pourraient être mis en avant. Et il suffit juste de prendre ce petit outil merveilleux, une fois de plus, qui dépend de nous. Donc tous ceux qui disent « Ah, on va être sous le... » Non. L'IA pour le bien commun. Pour le bien commun et avancer, faire plein de belles choses. Et le couple IA, humain, IA, dans l'innovation, pour moi, il a de très très beaux jours devant lui. Tout à fait d'accord avec toi, Hussein. Écoute, je suis ravie de cet épisode parce qu'on se sent déjà un peu plus armé avec tes tips. Je pense que c'est un épisode qui va pouvoir essayer de faire bouger un peu les lignes, peut-être sur l'aspect cybersécurité, et montrer qu'aussi il y a plein d'aspects positifs à l'intelligence artificielle, qu'il faut juste l'utiliser bien et avoir toute une panoplie, je dirais, de techniques ou de sécurité pour l'utiliser pour le bien commun.
Alors, merci beaucoup pour Merci ta à présence toi. pour cet épisode. C'était le premier ensemble. J'espère que ce ne sera pas le dernier, parce que je sais que tu as plein de choses à nous partager au quotidien, même également sur les réseaux sociaux. Donc, je te remercie vraiment pour Merci. cet épisode. Je suis ravie de l'avoir fait avec toi et je me réjouis des prochains qu'on pourra faire ensemble. Merci à toi et une très prochaine fois.